Bonjour Bonjour Tom. Bonjour Christelle. Bon, alors on commence ce site-rep, ce 11e site-rep du 22 octobre 2016 avec un sourire, mais hélas, comme nous le pressentions la dernière fois, les choses ne se sont pas améliorées et on arrive, si j'en crois, le texte que tu m'as donné juste avant cette vidéo, on s'approche même assez, assez vite du pire de ce qui s'est produit dans le Donbass depuis plusieurs mois. Donc, Ouais. à toi la parole. Ouais, donc le lendemain de notre dernier site-rep, nous avons appris tard le soir l'assassinat du commandant du bataillon Sparta, donc le commandant Motorola, Arsène Pavlov de son véritable nom. C'est un assassinat qui a quand même choqué profondément les gens, moi y compris. Je l'ai appris en revenant à Donetsk avec le groupe français que j'étais allé chercher à Rostov. Oui. Le commandant Motorola a été assassiné lors de l'explosion de l'ascenseur de son immeuble dans lequel il se trouvait pour rentrer chez lui. Les soupçons se sont naturellement portés sur l'Ukraine, certainement avec l'aide de services secrets de l'OTAN, parce que bon, d'habitude le SBU c'est quand même des branques. Et là, une information qui est tombée a l'air de confirmer ces soupçons, puisque la liste des personnes sanctionnées par l'Ukraine, préparée le 16 septembre par le Conseil de sécurité ukrainien et qui a été promulguée seulement le 17 octobre, donc le lendemain de la mort de Motorola, montre l'absence assez étrange de Motorola dans la liste, alors qu'il était dans la précédente. Donc ça a l'air d'indiquer qu'un mois avant sa mort, ce Conseil de sécurité ukrainien savait que Motorola allait mourir. Ouais. Voilà. Donc là, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de questions à se poser sur qui est coupable. Ceux qui avaient envisagé que ça puisse être, on va dire, un règlement de compte interne, je pense que vous pouvez ranger vos hypothèses foireuses. C'est bien ce que je pensais depuis le départ. C'est bien l'Ukraine qui a commandité ce meurtre, un meurtre vraiment ignoble. Là, c'est... Nous sommes allés aux funérailles. Oui. Nous avons assisté donc à la cérémonie. Nous avons été déposer des fleurs à côté de son cercueil qui était ouvert. Donc on a pu voir le corps du commandant Motorola qui effectivement a bien morflé. Oui. Même si l'embaumeur a fait du très très bon travail. Il y avait un monde impressionnant. Pendant 2 heures, ça a défilé non-stop. Les gens pleuraient beaucoup. Ça a aussi été mon cas. Venaient déposer une fleur, faire un signe de croix et sont restés ensuite dehors pour attendre à midi la sortie du cercueil dans la rue Artyoma, donc qui est l'artère principale de la ville de Donetsk, pour que ce cercueil soit emmené jusqu'au cimetière où il a été enterré. Donc tu imagines 50 000 personnes à peu près. Oui, c'est effarant. C'est d'autant plus effarant que tous ces gens-là avaient conscience que l'armée ukrainienne aurait pu en profiter pour faire un carton. Oui, d'ailleurs, plus de 400 policiers avaient été déployés. L'avenue Artyoma et toutes les rues autour avaient été bloquées totalement à la circulation plusieurs heures avant le début de la cérémonie. Donc, ils avaient vraiment tout fait pour assurer la sécurité. Donc ça s'est bien passé. Donc les gens, 50 000 personnes ont pris effectivement ce risque. C'est pour dire quand même à quel point les gens l'aimaient, contrairement à certains commentaires qu'on a pu voir ou certains articles de l'AFP qui prétendaient qu'il y avait que 5 000 personnes. Bon, il suffit de voir les images prises par le drone de la chaîne Izvestia pour voir qu'il n'y avait pas 5 000 personnes, mais bien 50 000 à minima. Donc beaucoup de gens effectivement pleuraient et ont spontanément crié lorsque son cercueil a été sorti en rue, gloire aux héros, merci, et nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas.
Donc pour ceux qui ne le connaissaient pas, le commandant Motorola était devenu célèbre suite à la bataille de l'aéroport de Donetsk, qui s'était soldée par une victoire de l'armée de la République populaire de Donetsk. Sa bravoure et son courage au combat n'étaient plus à prouver et lui avaient valu d'être décoré du titre de héros de la République populaire de Donetsk. Il était marié et avait 2 enfants, dont le dernier a à peine quelques semaines. Qui aurait pu mourir dans l'attentat d'ailleurs. Qui aurait pu mourir dans l'attentat. On a pu voir sa femme qui menait le cortège funéraire. Aussi bien les autorités de la RPD que l'assistant du président russe ont assuré que la famille de Motorola ne serait pas laissée sans rien. Donc aussi bien la République populaire de Donetsk que la Russie vont assurer financièrement les besoins de la famille du défunt commandant. Oui, parce que apparemment là, on n'est pas dans le cadre d'une guerre, on est dans le cadre d'une guerre d'un pays contre son propre peuple. Et l'assassinat de Motorola constitue un crime de guerre, puisque c'est un assassinat extrajudiciaire. En cherchant bien, tu peux nous dire que la peine de mort a été abrogée au tout début des années 2000 en Ukraine. En l'an 2000, elle a été abrogée en Ukraine, donc c'est clairement totalement illégal, en plus avec une méthode terroriste, parce que faire sauter l'ascenseur... en prenant le risque d'emporter un certain nombre de civils. De civils avec, vraiment, c'est... Voilà, quand je dis que l'Ukraine est un État terroriste, je n'exagère pas. C'est vraiment des méthodes absolument ignobles. En n'arrivant pas à le tuer sur le champ de bataille, on l'assassine quand il rentre chez lui. C'est très courageux, enfin entre guillemets, bien évidemment. Voilà, c'est très ironique. Oui. Effectivement, là ça a été vraiment un choc pour tout le monde. Le soir de l'annonce, moi j'ai eu beaucoup d'appels de gens vivant ici qui me demandaient confirmation du fait, parce que les gens n'arrivaient pas à y croire. Il faut dire qu'il y avait eu tellement de tentatives ratées contre lui que... encore un espoir. Il y avait un espoir que cette fois-ci, ça soit aussi le cas, mais malheureusement, non. Bien entendu, suite à ça, la sécurité a été renforcée un peu partout dans la République, donc plus de policiers et de forces de sécurité présentes en ville, et bien entendu les personnages importants comme le président Zakharchenko, le commandant Givy et d'autres ont été mis sous protection encore plus renforcée, bien entendu. Parce que on se doute bien de qui seront les prochaines cibles, donc on va peut-être pas trop leur faciliter la tâche non plus. Absolument, surtout que comme tu vas certainement l'aborder, les frappes militaires ukrainiennes contre le Donbass ont encore augmenté. Ouais. Donc effectivement, durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé 3161 fois le cessez-le-feu, soit plus 53% par rapport à la semaine passée. La semaine passée, on était déjà plus de 50% de plus de la semaine d'avant, donc là on a plus que doublé en 2 semaines. Dont 2477 fois avec des armes lourdes interdites par les accords de Minsk, donc artillerie, chars d'assaut et mortiers lourds. Donc là, on est à 78% des bombardements qui sont des bombardements faits par des armes interdites par les accords de Minsk. Ces tirs ont concerné 35 localités de la ligne de front, donc c'est plus que la semaine passée. Et les plus intensifs ont touché le sud de la République populaire de Donetsk, dans les zones des localités de Sakhanka, Leninskoye et Bezimienoye, donc là où il y avait eu déjà des attaques qu'on avait indiquées la semaine passée. Ces bombardements croissants ont fait aussi bien sûr plus de victimes. 12 morts, tous soldats, et 14 blessés, dont 5 civils. D'accord. On est à 5 ou 600 bombardements du record absolu dans ce domaine, qui a d'ailleurs déclenché, sauf erreur, et mes souvenirs, l'ultimatum de Zakharchenko à l'encontre. D'ailleurs, et puis là, d'ailleurs, suite à la mort de l'assassinat de Motorola, Zakharchenko a fait une déclaration considérant cet assassinat comme une déclaration de guerre de la part de Kiev. Donc je pense que
Là, ça commence à devenir assez dangereux, même si pour l'instant, l'armée de la République populaire de Donetsk n'a pas contrevenu aux accords de Minsk et continue d'essayer de négocier, mais je pense que ça signifie clairement que là, la patience commence à atteindre ses limites et que là, il en faudra plus beaucoup, je pense, pour que ça... Voilà, celle de Moscou aussi, hein, parce qu'il y a la feuille de route avec la rencontre dont tu vas parler probablement, et tout ça, ça s'appelle de l'hypocrisie, hein, c'est de la fourberie. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, cette situation ne promet pas de s'améliorer avec le transfert vers le front de dizaines de pièces d'artillerie, de lance-roquettes multiples, de chars, de mortiers lourds, et les stocks de munitions ont aussi été réapprovisionnés côté ukrainien. Donc ça montre bien que résolution pacifique du conflit... s'en foutent, quoi. Ouais, ils s'assoient dessus, oui. Voilà. Côté ukrainien, les pertes militaires depuis les 10 derniers jours sont de 40 tués et plus de 100 blessés, rien que dans la partie sud du front. Donc, ça indique quand même qu'effectivement, il y a des tentatives d'attaque à répétition et on en voit les conséquences. Ce sont des attaques suicidaires, hein, enfin, vraiment... Des tentatives pour tester la ligne de défense. La ligne de défense. Le régiment Azov a lui aussi subi récemment des pertes supérieures à 25 hommes que l'unité essaye maintenant de remplacer. Donc ils ont lancé un appel pour recruter. Hein. Voilà. Et les pertes hors combat de la semaine écoulée sont assez édifiantes aussi. Hein. Avec 45 pertes, dont 14 morts, la plupart dues à une mauvaise manipulation des armes et des tirs amis. Ouais. Hein, voilà. Donc ils sont tellement sous stress, les soldats ukrainiens, que ils tirent sur leurs propres hommes en croyant que c'est une attaque de l'armée de la République populaire de Donetsk. Je vais me permettre une remarque ironique. Est-ce que c'est parce qu'ils font des intraveineuses de vodka maintenant? Ouais, ou alors ils mélangent ça avec le Captagon, ça donne des hallucinations, je sais pas. Oui, très juste, oui. Très juste, puisque c'est l'OTAN qui fabrique ça, je crois que c'était en Bulgarie, hein, voilà. donc... à mon avis, ils doivent prendre des sacrés cocktails, c'est pas des Molotov, mais c'est aussi dangereux pour les neurones. Oui, c'est clair. Donc là, voilà, ça continue, hein, l'armée ukrainienne continue son effondrement. À la fin, je sais plus avec quoi ils vont attaquer, mais bon, on doit recruter des mercenaires à tour de bras, sachant justement qu'il y en a 80 mercenaires qui sont arrivés récemment sur la ligne de front, des mercenaires italiens et français. Voilà. Français tiens. Oui. Voilà, donc c'est bien, quoi. La France continue de se déshonorer. Et elle déshonore la population française par la même occasion, puisque toutes ces initiatives sont bien évidemment celles du gouvernement, puisqu'on ne laisse pas partir des gens comme ça sans savoir ce qu'ils vont faire. Hein. Surtout une telle quantité, je veux dire, avant il y en avait déjà, hein, des trous du cul. Quelques excités, oui. Dans des régiments comme Azov, etc. Mais c'était assez, entre guillemets, ponctuel. Là on a 80 gugus quand même. Hein. C'est une unité de société militaire privée. Hein. Donc, je veux dire... et ces gens-là pourront après rentrer en France... tranquillement. Tranquillement, sans aucun problème. Comme les terroristes en Syrie au début. Hein. Ouais. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à avoir l'asile politique, hein, un des pires même. Hein. Et c'est récent, donc voilà. C'est bien. On continue dans les conneries en France, tout va bien. C'est ça. En République populaire de Lugansk, une fosse commune a été découverte récemment, contenant les corps de 3 hommes attachés avec du ruban adhésif jaune et bleu qui est généralement utilisé par les bataillons spéciaux ukrainiens, dont 2 portent les marques claires d'exécution par une balle dans la tête, donc ils ont un joli petit trou là. Ils ont été découverts dans une zone qui était occupée par la garde nationale et les bataillons nazis ukrainiens en 2014. D'après les premières constatations, les hommes ont, semble-t-il, été torturés et les corps sont en cours d'identification. Ouais. Il y en a un qui a déjà été identifié comme étant effectivement un jeune homme d'un village proche. Tout ça, encore une fois, ça s'appelle exécution extrajudiciaire. Voilà, puis torture, guerre, ça s'appelle un crime de guerre. Voilà. Tout va bien. On continue. Sans jugement, sans rien, boum.
sans jugement, sans rien. Et c'est pas les discussions au format Normandie qui ont eu lieu à Berlin le 19 octobre qui vont changer quoi que ce soit là-dessus, puisque ces discussions n'ont accouché que d'une souris. Oui. À part se mettre d'accord sur des histoires de résolution de la situation humanitaire, la seule chose sur laquelle les 4 dirigeants se sont accordés, c'est la mise en place d'une feuille de route. Oui. En gros, c'est une répétition des accords de Minsk, mais en essayant de poser des deadlines, quoi, des dates butoirs. C'est ridicule. Ça montre clairement que ça marche pas. Cette feuille de route, c'est vraiment juste histoire de dire que la réunion n'a pas été inutile. Mais faut pas se leurrer. Cette feuille de route sera aussi peu respectée par Kiev que les accords de Minsk, qu'elle va répéter. C'est juste dire bon, tel point faut le faire avant telle date. Mais les accords de Minsk aussi devaient être faits avant fin 2015. Ils ont été prolongés. Ça rime à rien. Je veux dire, l'Ukraine ne les respectera pas plus maintenant qu'auparavant. Surtout là, après les déclarations d'un député de la Rada ukrainienne qui appelle à un blocus total du Donbass pour faire comme la Transnistrie et pousser en fait la population à fuir en rendant les conditions de vie totalement impossibles dans les 2 républiques populaires. Bon. Ouais, je suis pas sûr que ça va marcher parce que tout simplement la situation du Donbass n'est pas du tout du même type que c'est. Oui, parce que le Donbass n'est pas enclavé avec la frontière commune avec la Russie, donc c'est complètement gogol. Oui. Enfin, ça en dit long quand même sur les considérations. Comment je pourrais dire ça? Humaniste oui. Des députés ukrainiens concernant la population du territoire qu'ils revendiquent comme étant le leur quand même. Oui, oui. Je veux dire ça s'appelle quand même tentative de génocide. Oui, oui, absolument. C'est aussi un crime de guerre, hein, je le rappelle. Voilà, hein, je veux dire couper la flotte, l'électricité, etc. Ce sont des crimes de guerre, oui. Absolument. C'est un crime de guerre. Hein. Bon, absolument. L'Ukraine n'est plus à ça près. Bref. Après avoir trempé largement et copieusement les mains dans le pot de confiture au vu et au su de tout le monde. Et d'ailleurs, la France et l'Allemagne ne semblent pas disposés à en parler beaucoup plus du Donbass, puisque ayant vu la conférence de presse donnée par le chef de l'État français et la chancelière allemande, les 3 premières minutes ont été consacrées au Donbass, alors que théoriquement la conférence de presse aurait dû être en entier consacrée à ça. Et tout de suite, Hollande a enchaîné sur la Syrie. C'est très surprenant et on comprend mal pourquoi une conférence de presse qui devait normalement être intégralement consacrée au Donbass finit par être presque intégralement consacrée à la Syrie. Enfin, d'ailleurs, la Syrie, donc il y a eu des discussions sur la Syrie en fait suite aux discussions sur le Donbass. Donc les 3 garants des accords de Minsk, donc Russie, Allemagne et France, ont tenu à discuter de la Syrie après avoir mis Poroshenko dehors. Ce qui lui a pas fait plaisir du tout visiblement. Non, c'est une situation qui a humilié le soi-disant président ukrainien. Suite à cette situation où plusieurs effectivement hommes politiques ukrainiens ont glosé sur l'humiliation du président d'un des pays qui est quand même membre actuellement du Conseil de sécurité de l'ONU, puisque l'Ukraine n'est pas un membre permanent mais un membre temporaire actuellement. Et Savchenko a rebondi là-dessus et nous a offert un 4e effet qui se coule. Ah oui. Donc cette députée de la Rada suprême a appelé le président Piotr Poroshenko à présenter ses excuses à l'ex-président Viktor Yanukovych et à lui céder son poste. Donc je vais la citer in extenso. Après ces négociations, donc la réunion au format Normandie tenue le 19 octobre à Berlin, Piotr Poroshenko doit s'excuser auprès de Viktor Yanukovych, l'inviter en Ukraine et lui céder sa place parce que notre diplomatie est beaucoup plus faible qu'auparavant, a déclaré Madame Savchenko donc dans une interview à la chaîne ukrainienne 1+1 qui appartient à Igor Kolomoïski. Voilà, donc ça en dit long. Oui, d'autant plus que nous l'avions dit il y a quelque temps, déjà pour des propos un petit peu similaires à cela, mais moins choquants, moins spectaculaires, on s'était dit que finalement Washington, Kiev, Paris et compagnie regrettaient certainement d'avoir fait en sorte de libérer
Savchenko des geôles russes, puisque là maintenant ça devient un écueil majeur, quoi. Hein. Alors là, elle appelle ni plus ni moins qu'à annuler les effets du coup d'État du Maïdan quand même. Hein. Ouais. Là c'est quand même énorme. Hein. Là c'est bref. L'Ukraine d'ailleurs, enfin qui continue à partir complètement en live. Donc là, il y a eu un incident. Il y a un jour ou deux. Où l'Ukraine a forcé un avion biélorusse qui faisait la liaison Kiev-Minsk à revenir à Kiev alors qu'il se trouvait à peine à 50 km de l'espace aérien biélorusse, menaçant même d'envoyer des avions de chasse pour l'intercepter s'il n'obtempérait pas. L'exigence a été formulée sans aucune explication et une fois l'avion au sol, c'est un blogueur, journaliste et militant anti-Maïdan arménien Armen Marty-Rossian qui a été débarqué pour être arrêté avant d'être relâché un peu plus tard. Bon, donc tout ça pour ça. Enfin, je veux dire, là, c'est. Ouais, ça veut dire aussi que Kiev est prêt à utiliser quand même des moyens assez considérables, parce que menacer d'envoyer 2 avions de chasse pour intercepter un avion de ligne, certainement un long courrier, probablement, ou un moyen courrier à tout le moins, ça veut dire qu'ils sont prêts à tout pour faire boucler la bouche à tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la version kievienne de la situation dans le Donbass. Hein. Ça fait peur quand même, c'est beau, c'est totalement illégal ce qu'ils ont fait. Enfin bon, on n'envoie pas la chasse pour arrêter un simple blogueur. C'était pas un terroriste, c'était pas un assassin violeur d'enfants multirécidiviste. Enfin, je veux dire, là, faut arrêter quoi. D'ailleurs, la compagnie aérienne biélorusse en question a exigé l'indemnisation pour les dommages subis. Et Monsieur Marty-Rossian a l'air d'envisager des poursuites judiciaires contre Kiev, puisqu'il a déjà consulté des avocats et a l'air de dire qu'il s'apprête à mener des actions suite à cela. Hein. On leur souhaite bon courage, autant à la compagnie aérienne qu'aux blogueurs, parce que dans une Ukraine néo-nazie, la justice, c'est un petit peu la 5e roue de la charrette. Mais bon, là, le truc, c'est que ça porte une fois de plus dommage à l'image de l'Ukraine, à la réputation du pays. Oui. Et donc, je pense qu'il y a de plus en plus de compagnies aériennes qui vont peut-être se dire que bon, t'es gentil, mais on va même arrêter de faire des liaisons avec Kiev, quoi, tu vois, qui vont dire... oui, ou même passer au-delà de Kiev, de l'Ukraine, passer systématiquement en Biélorussie. Voilà. Russie, donc, faut quand même qu'ils s'attendent à des retours de bâton assez négatifs. Enfin, je veux dire, là, c'est du délire, quoi. Je sais pas où est-ce qu'ils se croient en Ukraine, mais là, ça devient vraiment n'importe quoi. Je pense que tu le sais autant que moi, et probablement comme beaucoup de ceux qui vont nous regarder après sur la vidéo, que Kiev obéit presque aveuglément à Washington. Oui, mais enfin, là, ça commence vraiment à prendre des proportions absolument stratosphériques. D'ailleurs, au rayon des délires à Kharkov, des enfants ont été sévèrement battus par des membres de secteur droit le 14 octobre, simplement parce qu'ils parlaient russe. Ok. Certains ont eu des côtes cassées ou la mâchoire cassée. Certains ont été frappés à la tête. La police n'a fait aucun commentaire. Elle ne semble pas très pressée de faire son travail pour arrêter ceux qui ont fait ça. Ouais. Bon, c'est comme d'habitude. Sans commentaire. Sans commentaire. C'est tellement éloquent des gens. Voilà. Pendant ce temps-là, à Kiev, on réécrit l'histoire à un point inimaginable. Donc c'est la fameuse chaîne 1+1 que l'on a mentionné un petit peu plus tôt, qui appartient à Igor Kolomoïski, l'oligarque ukrainien. Il a été déclaré que le 22 juin 1941, l'URSS a commencé à bombarder Kiev alors que l'Allemagne nazie attaquait la Pologne. Bon, je sais bien que les soldats ukrainiens prennent du Captagon et de la vodka frelatée, mais ça serait bien qu'ils évitent d'en prendre à la télé ukrainienne, parce que ça leur fait faire des délires absolument incroyables. Parce que l'histoire est Là, c'est du grand n'importe quoi. C'est un viol complet de l'histoire. Il y a eu des personnes assez connues en Ukraine qui ont commenté ce délire. Certains ont
dit que Orwell doit tellement se retourner dans sa tombe après une réécriture pareille de l'histoire qu'il doit ventiler son cercueil. Oui, oui. Hein. Là, on se demande quelle sera la prochaine étape du délire aussi, Made in Kiev. Hein. Certains se demandent est-ce que par après, on va pas accuser aussi Auschwitz d'avoir été Construit et créé construite par l'URSS. Enfin, là, ça devient n'importe quoi. Enfin, bon. Ouais. Là, c'est plus possible. Hein. Genre, là, faut arrêter la drogue, faut arrêter, faut arrêter d'aller traîner du côté de Tchernobyl. Hein. Ça crame les neurones. Hein. Hein, c'est vraiment. Et dans la même lignée, au niveau des délires Made in Kiev, hein, on a droit à deux de nouveau hein, cette semaine. Ils nous gâtent, les Ukrainiens, ils nous gâtent. Des Ukrainiens un peu inventifs ont proposé à Poroshenko un moyen efficace de faire des économies d'énergie pendant l'hiver qui s'annonce assez rude. Hein. Donc une pétition est parue sur le site officiel du président ukrainien qui propose une solution radicale et originale au problème du manque de ressources énergétiques, reporter les vacances scolaires et universitaires d'été jusqu'à l'hiver afin d'économiser les ressources énergétiques du pays. Bon, pour l'instant, c'est une pétition qui a reçu que 5 signatures. Hein. Ouais. Cela dit, il y a quand même un gros déficit de réserve en gaz, hein, d'après ce que j'ai compris. Hein. 2 milliards de mètres cubes. Voilà, donc c'est assez conséquent. Donc c'est aussi pour ça que probablement Kiev est poussé à attaquer le Donbass, ou en tout cas à préparer. Ah oui, de toute façon, ils vont avoir un gros problème pour passer l'hiver, hein, ça, on le sait. Hein. Surtout s'il est difficile. Hein. S'il est difficile, ça oui, il fait déjà très froid. Hein. Là, par rapport à l'année dernière, la chute des températures a eu à peu près 15 jours d'avance. Donc et là, il fait déjà bien glagla quand même. Hein. Donc il fait déjà bien frais. Donc je pense que ouais, ça va être un hiver sympa. Je pense que ça va être... La fenêtre entre guillemets, enfin c'est l'expression militaire, mais la fenêtre de tir est en train de se réduire à peau de chagrin. Donc, c'est ouais. Là, il va falloir soit qu'ils se dépêchent d'attaquer, soit ça va très très mal se passer pour eux cet hiver. Ouais. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, le groupe de visiteurs français vient de repartir après 5 jours de visite intensive du Donbass. Donc ils ont visité aussi bien la République populaire de Donetsk que la République populaire de Lugansk. Bien entendu, nous avons dû adapter le programme suite au décès du commandant Motorola. Oui. Nous avons donc assisté aux funérailles et puis nous devions à l'origine visiter le musée et assister à l'entraînement de son unité. Mm-hmm. Tout ça a été modifié après son assassinat, mais malgré cela, nous avons pu faire le plus gros du programme qui était prévu à l'origine. Ce furent donc 5 jours tout en contraste et en émotion, parfois assez fortes. On a eu des personnes du groupe qui ont pleuré. Hein. On a été visiter des personnes qui vivaient dans l'abri anti-atomique de la mine de Trudovski, dans le district de Petrovski à Donetsk. Ça a été un moment assez dur pour ces personnes de voir ces grands-mères et puis même des enfants qui survivent dans cet abri parce qu'ils n'ont plus de maison détruite par les bombardements ukrainiens. Donc, mais tous en tout cas ont été très très contents de leur venue et ont vraiment considéré que ça leur avait appris beaucoup de choses. J'espère que ce petit groupe ouvrira la voie à des groupes de visiteurs plus importants. Le prochain groupe francophone de visite du Donbass sera organisé dans la semaine du 7 au 13 mai 2017, afin que les visiteurs puissent profiter des célébrations du jour de la victoire et du jour de la République. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, commencez à bloquer vos vacances, vos agendas. N'hésitez pas à me contacter pour demander plus de renseignements. On a pris beaucoup de photos et de vidéos. Il faut le temps de traiter, éditer tout ça. Et on aura beaucoup de matière à publier pour vous montrer ce que le groupe a vu, a visité et quelles ont été leurs impressions. Je les ai interviewés régulièrement tout au long du séjour pour avoir un peu
leurs sentiments sur ce qu'ils avaient vu et comment ils considéraient ce voyage et toutes leurs impressions. Voilà. D'accord. Ce sont eux-mêmes, pour certains d'ailleurs, des personnes qui font de la réinformation, puisque nous avions 2 membres du groupe musical Les Brigandes. Donc eux-mêmes ont aussi filmé et feront une émission consacrée au Donbass. Super. Avec le matériel qu'ils ont filmé sur place. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés pour la prochaine édition, ça sera au mois de mai, et donc bloquez vos agendas, posez vos congés payés, et puis surtout, on donnera plus de détails dès que nous aurons une ébauche de programme. D'accord. Et puis surtout de se préparer à remplir certaines obligations administratives très rapidement, une fois que les choses auront été définies. Parce que c'est des choses qui prennent du temps, et apparemment il y en a quelques-uns qui ont eu des petits soucis. Ouais, on a eu des petits soucis techniques, entre autres avec le visa. On va voir pour résoudre ce problème pour la prochaine fois. On est en train de discuter justement avec les autorités pour éviter ces points de blocage qui se sont posés pas seulement pour le groupe français, mais pour les autres groupes de visiteurs étrangers d'autres pays. Donc on va travailler à résoudre ça d'ici là, pour que la prochaine fois ce problème ne se pose plus. Donc d'accord. Voilà. Si tu me permets une petite digression par rapport à ce que tu disais de la visite de ces Français dans un abri anti-atomique construit à l'ère soviétique quand même. Hein. Ouais. C'est très intéressant de noter ça, parce que je pense que tous les gens qui soutiennent Kiev et qui ont tendance à casser du sucre sur l'Union soviétique, pas toujours à tort d'ailleurs, hein, mais sur ce plan-là en tout cas, il y a quelque chose qu'il faut noter, c'est que l'Union soviétique semblait prendre beaucoup plus soin de sa population en la protégeant que le gouvernement français, ou les gouvernements français depuis que Charles de Gaulle est décédé, l'ont fait eux-mêmes. Hein. J'aimerais qu'on comptabilise le nombre d'abris anti-atomiques dans l'ex-Union soviétique, et qu'on fasse une comparaison à proportion de population évidemment de ce qu'il y a en France. Je crois qu'il n'y aurait pas de Oui, non, c'est clair. Moi, j'en ai déjà visité plusieurs. Donc, il y a celui-là qui est à Trudovski. J'en avais visité un autre où survivent aussi beaucoup de personnes âgées dans le village de Chartachesiem, donc le village de la mine 6-7. Oui. Là aussi, les gens survivent dans l'abri anti-atomique qui est dans le sous-sol de l'école du village. Donc, c'est assez fréquent que les gens sont installés dans les abris anti-atomiques. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Ouais. La plupart des abris anti-bombardement, en tout cas en République populaire de Donetsk que je connais, sont en fait des abris anti-atomiques qui sont sous les immeubles de la ville. Cherchez toujours à en trouver au moins un en France. Si, il y en a un sous la présidence, sous l'Élysée, les ministères. En dehors de ça, il n'y en a pas. Donc c'est bien la preuve. Alors qu'en Suisse, par exemple, ils en ont. Ils en ont beaucoup. Beaucoup. Ils en ont beaucoup. Effectivement, beaucoup. Il y a même une obligation pour les constructions de nouvelles maisons ou de nouveaux bâtiments, ou les rénovations de maisons, d'installer, de prévoir un abri anti-bombardement. Ouais, tout à fait. Donc voilà, bon, l'Union soviétique avait beaucoup de défauts, mais au moins, contrairement à la France, elle protégeait sa population contre une agression nucléaire occidentale. Ouais. Ce qui prouve que la réécriture de l'histoire de certains à Kiev est assez abjecte. En plus de ça. C'est vraiment ignoble. Là, franchement. Et le pire, c'est quand on se dit qu'ils ont touché le fond, ils creusent encore. Oui. Ah ben ils cherchent peut-être de l'or ou je ne sais pas quoi. Ouais, ils vont finir par trouver du pétrole s'ils continuent. Hein. Oui. Ou le noyau en fusion au centre de la Terre, qui sait. On peut peut-être nous rééditer Jules Verne. Ah oui, voilà. Ouais, pourquoi pas.
une version ukrainienne du voyage au centre de la Terre. Voilà, voilà. On va voilà. finir là-dessus, je crois, parce que c'est tellement C'est pathétique, c'est pathétique, vraiment, effarant. c'est pathétique, c'est lamentable. Enfin bref, franchement, j'ai plus de mots assez forts pour les autorités ukrainiennes actuelles et la situation C'est dans inédit. ce pays. C'est inédit. Je crois que dans l'histoire contemporaine, il faut remonter probablement à la Seconde Guerre mondiale pour avoir des comportements aussi abjects. C'est Oui, à peu oui, près oui. en tout cas dans la version européenne, on est obligé d'aller jusqu'à la Seconde Guerre mondiale pour trouver des comportements pareils. Hmm. C'est très inquiétant d'ailleurs. Comme je dis, l'histoire se répète. Oui, L'histoire se répète. Et on n'a pas, enfin en Europe, on n'a pas retenu les leçons du passé puisqu'on recommence les mêmes les conneries. mêmes conneries. Exactement les mêmes conneries. Eh oui. Bon, ben, Voilà. j'allais dire bonne semaine qui arrive, hein, avec toujours beaucoup de prudence. Toujours. Hein, et puis à samedi prochain pour un 12e site rep qui j'espère sera moins dramatique que celui-là quand même. Mais J'espère aussi. j'ai bien Oui. l'impression qu'on s'approche d'un nouvel ultimatum du président de la DNR et ça c'est à un moment donné ça sera pas bon du tout quoi. Non, non, C'est non, un- c'est clair. Puis, comme je dis, le fait qu'à Minsk, qu'à Berlin, ils sont vraiment pas arrivés à grand chose, oui. ça prouve bien que là, ça coince totalement. Et Soit ils sont complices, ils ont décidé de laisser l'Ukraine commettre ses atrocités et à ce moment-là, bah, la responsabilité franco-allemande sera engagée, hein, tout ben, simplement. Hein, tout simplement. Voilà. voilà. Bon, Bien, ben, bonne soirée et à la semaine prochaine, Tom. merci Christelle, merci à ton agence de nous permettre d'enregistrer ces vidéos hebdomadaires pour avoir une information directe depuis le terrain. Voilà, Ouais. à très bientôt, à samedi prochain. Au revoir À Christelle. bientôt, Tom. Ciao. Ciao, ciao.